Comment faire de la pub à l'heure du changement climatique? La publicité doit-elle désormais nous donner envie de moins consommer? On en parle avec deux patrons d'agences qui veulent faire bouger le secteur. Bonjour Fanny Pontabry. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans BFM Climat. Vous êtes la directrice et cofondatrice de l'agence Mouxy à Annecy. Et avec vous, Édouard Provenzani, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être là dans BFM Climat. Vous êtes le président fondateur de l'agence Pixelis à Paris. C'est très bien aussi, Paris. Fanny Pontabry, je commence avec vous. Très concrètement, c'est quoi le modèle d'affaires climatique de votre agence? Qu'est-ce que vous faites de différent chez Mouxy par rapport aux grands noms du secteur qu'on connaît tous? Alors, qu'est-ce qu'on fait de différent? Je pense qu'on fait beaucoup de choses pareilles que tout le monde. On s'est créé en 2020 en se posant 3 questions importantes pour nous, qui étaient le rôle de l'entreprise, le rôle de la communication et le rôle d'une agence de communication. Donc, c'est notre point de départ. Et donc, on a créé une coopérative. Ce qui est potentiellement un peu différent d'autres agences de communication. Nous sommes une coopérative. Demain, on sera peut-être une coopérative d'intérêt collectif. En tout cas, ça fait partie de notre feuille de route. Et donc, toutes ces questions, elles sont venues s'encastrer dans la Convention des entreprises pour le climat qu'on a fait en 2023, Alpes, qui nous a accompagnés et qui nous a permis d'écrire cette feuille de route pour rendre concrète les actions. Et donc concrètement, aujourd'hui, notre business model, il est basé sur 2 leviers principaux qui sont la mutualisation. Comment on fait de la communication accessible au plus grand nombre de collaborateurs, au plus grand nombre de citoyens qui sont derrière ces collaborateurs et donc d'entreprises, en mutualisant la recherche, mais en mutualisant les moyens pour que les collaborateurs aient des super outils à leur disposition. Travailler à plusieurs agences. Plusieurs agences ou aussi plusieurs clients. C'est-à-dire qu'on vient mutualiser les besoins des clients. Effectivement, c'est nouveau. Voilà, pour créer des outils qui soient faits avec les moyens de plusieurs clients. Donc avec un haut niveau de service, avec une autre expertise de la communication, technique, thématique, mais aussi et la coopération, c'est le deuxième levier. Et là, c'est justement mettre les meilleurs autour de la table. Et les meilleurs autour de la table, nous, dans les Alpes, on a une expertise sur le sport, on a une expertise sur l'économie circulaire, on a une expertise sur la prospective. Par contre, à Nantes, on n'est pas bon, on ne connaît pas le territoire, on ne connaît pas l'océan. Et sur d'autres activités, l'idée, c'est de se mettre en lien avec les agences. Édouard est là et l'idée, c'est comment on coopère entre entreprises. Mais par exemple, vous avez déjà bossé ensemble? Vous avez coopéré ensemble? Non, mais on va le faire très prochainement. D'accord. Et BFM Climat, il n'y a pour rien. Bon. La CEC y est pour beaucoup. Bon, mais ça, j'imagine. C'est la même question que j'allais vous poser. Donc vous êtes une agence de branding et de design. C'est quoi comment est-ce que vous avez transformé votre modèle d'affaires? Alors, vous parlez de transformation, c'est-à-dire que nous, on n'est pas un modèle impact native. Alors oui, nos actions indirectes, on est Bicorp, on est... C'est toujours bon à prendre. Mouvement Impact. Mais notre raison d'être, elle est de transformer, d'aider, grâce à notre créativité, à transformer les marques et les entreprises. Nos clients. Donc branding dans le sens cohérence de marque, design dans le sens design global. Donc sans faire des jeux de mots, on ne dessine pas des chaises et on ne fait pas que des logos. Voilà. Donc nous, on a un modèle complètement classique, en dehors de nos référentiels. On a 3 leviers d'action suite à la Convention des entreprises pour le climat, puisque moi, mon rôle de demain pour Pixelis, c'est d'établir, d'aller chercher les nouveaux territoires de jeu, les nouvelles opportunités. J'ai des cheveux blancs, Pixelis fête ses 30 ans, donc moi, je dois construire un héritage. Et donc la CEC nous a permis aussi de réfléchir un peu à notre business model. Et il se trouve quand même qu'on a un business model où on coupe les coûts, où on est vendeur et modèle de la compétition à longueur de temps. Et donc, comment on remonte dans la chaîne de valeur de nos clients pour, à un moment donné, être en discussion et inspiration avec nos interlocuteurs. Et ça, pardon, c'est important ce que vous dites là. Est-ce que les clients, les annonceurs, ils sont prêts à ça? C'est-à-dire pas juste que vous arriviez en bout de course à faire le marketing d'un produit fini, mais dès le départ à co-concevoir ce qui va être vendu. Alors on parle beaucoup de coalition, on parle beaucoup de co-création. Mais c'est une réalité ça? Les grands annonceurs, ils sont prêts à faire ça? Peut-être pas les grands annonceurs, mais les modèles industriels, les modèles familiaux dans les territoires sont prêts à avoir plusieurs agences à travailler ensemble et à être en co-création avec eux.
Oui, Fanny. Et je pense que la Convention des entreprises pour le climat crée ce réseau et nous permet d'avoir accès aux dirigeants et donc aussi de discuter à un niveau qui est qui a un niveau plus important et qui permet de remonter justement cette chaîne de valeur et de créer ces coalitions. Je pense que on a besoin de discuter, d'échanger et de remonter. Et pour ça, avoir un réseau de dirigeants, c'est quand même extraordinaire. Ça permet d'avoir accès à ça, quoi. Alors, vous voyez bien que vous voulez élargir la communauté. Ce que vous faites, ce que vous essayez de faire, ce que vous poussez, est-ce que vous sentez que ça fait écho chez les grands noms de votre secteur? Parce qu'à la fin, il faut quand même arriver à les faire bouger eux. Est-ce que vous les voyez bouger? Ou est-ce que pour l'instant, vous êtes dans deux mondes, enfin chacun dans votre monde? En ce moment, il y a un clivage, on le sent bien, hein, sans parler de backlash climatique, il y a bien un clivage. Mais nous, les modèles comme Moxie, comme Pixelis, on s'intéresse un peu à ceux qui ont envie de se réinventer. Okay. Alors, c'est pas obligatoirement là où il y a des fonds, c'est pas là obligatoirement où il y a de l'argent, mais en tous les cas, on est dans cette démarche-là de les aider à se transformer, de transformer leur offre, de transformer leur business model, de transformer leur infrastructure. Et nous, on voit des briefs arriver en tant que designer qui sont un peu différents. Okay. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup sur du livrable. Ouais. Maintenant, on commence à être sur des consultations qui sont un peu différentes, qui sont sur redesignez-moi une usine comme une forêt. Okay. Redesignez-moi une organisation, je crée une usine, redesignez-moi une organisation. La vision à long terme d'un site marchand pour un grand groupe, une grande foncière qui se pose la question de savoir comment elle passe du mètre carré à une autre valorisation de ses biens et comment elle intègre les services écosystémiques. Okay. Voilà. Et donc, on commence à avoir ces briefs-là, et là, on travaille obligatoirement avec un groupe d'experts, avec une communauté de scientifiques, avec une communauté d'experts, des biomiméticiens, des chercheurs, des anthropologues, des géographes, des écologues. Et nous, on a cette capacité en tant que designer à faire du méta-design. Donc, à aller chercher le concept global et à faire travailler tout le monde ensemble. Puisque les grands groupes ont tendance à travailler en silo. Fanny, vous retrouvez là-dedans, Ouais, puis pour revenir à ce que tu dis et à votre question, les grandes agences qui travaillent avec les grands annonceurs, elles ont aussi besoin peut-être de territoires d'expérimentation, de pionniers, d'agences qui sont peut-être plus agiles. Nous, on a des modèles très agiles, on est moins nombreux. Pour faire bouger le système, c'est peut-être plus facile à notre échelle et leur montrer que ça fonctionne, leur montrer que la mutualisation, ça fonctionne, que la coopération, ça fonctionne et que de sensibiliser sur tous ces sujets, c'est important. On a des grands réseaux de scientifiques, d'ambassadeurs, de sportifs avec qui on travaille, qui nous permettent d'avoir cette influence et de préparer les entreprises, de préparer les dirigeants, de préparer les collaborateurs à ce monde qui bouge perpétuellement et qui a clairement besoin de communication, de pédagogie, de joie, de sensibilisation, de tout ça. Alors, et on voit que vous parlez c'est beau, avec vos tripes, avec vos émotions à vous. Est-ce que, évidemment, les émotions, c'est fondamental dans ce que vous faites. Est-ce que votre défi ultime, je ne sais pas si c'est ce mot, mais enfin incontournable, c'est de donner envie aux marques déjà de moins vendre et puis surtout aux consommateurs de moins acheter? Est-ce que votre défi là maintenant, c'est de rendre la sobriété cool? Et si oui, est-ce qu'on peut arriver à rendre la sobriété cool, désirable? Voilà, comme on dit, désirable. En tous les cas, l'émotion intervient. Donc nous, on est aussi sur les nouveaux récits, c'est évident. Et donc on doit raconter et faire advenir. Et donc, c'est là aussi le rôle du design est important et du branding. Oui, on doit rendre tout ça désirable, mais on doit aussi rentrer dans le dur et systémique dans les business models de nos clients pour qu'ils changent leur offre, qu'ils aient quelque chose à raconter qui soit différent. Leur infrastructure, post-CSRD, pour qu'ils soient dans cette logique de réinvention. Donc, bien sûr, il y a toujours la problématique du temps long. Ça, on en discutait avant de venir. Fanny, le mot de la fin pour vous? Nous, on a un sujet qu'on aime beaucoup, mais qu'on partage avec Edouard et Pixelis, c'est la prospective. C'est se projeter un peu dans le futur et se dire, c'est quoi notre futur souhaitable? La sobriété en fait partie. Nous, on écrit une newsletter du Turfu. L'idée, c'est de se dire... Pardon, Turfu. Ah oui, le futur, pardon. Moi aussi, j'ai pas les cheveux gris, mais voilà, on se comprend. Newsletter du Turfu. Et l'idée, c'est de se projeter dans un monde à 2035 et de se dire, c'est quoi le cool de 2035? Et le cool de 2035, il peut advenir. On peut tracer le chemin pour y aller. Il nous reste 10 secondes. C'est quoi le cool de 2035?
Le cool de 2035, c'est wow. Ah, pas facile comme pitch. Pas facile. Comme brief plutôt. Bon, c'est de sauver la planète, ce sera déjà pas mal. De préserver nos ressources. De préserver nos ressources et de rentrer dans le donut, on sera bien. Et de rentrer dans le donut. Bon, ça, on en reparlera parce que tout le monde n'est pas encore familier de cette notion-là et elle est fondamentale. Les limites planétaires. Merci infiniment à tous les deux. Vous reviendrez, c'était passionnant. Fanny Pontabry, je vais y arriver, moi aussi, je parle trop vite, et Édouard Provenzani de Pixelis. Merci infiniment merci. À tous les deux pour vos conseils et vos partages d'expériences concrets. Allez, on passe au journal du climat d'Antoine Poincaré. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Directeur de l'AXA Climate School. Antoine, on commence votre journal cette semaine avec les glaciers qui fondent partout dans le monde à cause du changement climatique. Jusque-là, rien de nouveau. Mais on a cette nouvelle étude de Nature qui vient de paraître et qui quantifie le phénomène plus précisément. Oui, tous les glaciers du monde sont en train de fondre. Il y avait quelques exceptions. En Asie, on avait des glaciers qui grossissaient encore depuis l'an 2000. Eh bien, même là, c'est terminé. Et la France a un record dont on se passerait bien. Les glaciers des Pyrénées et des Alpes sont ceux qui fondent le plus vite au monde. Depuis l'an 2000, ils ont perdu 40% de leur masse. Et les 2 dernières années ont été terribles. Entre 2022 et 2023, les glaciers ont fondu de 10% en France. Aujourd'hui, on a encore 270 000 glaciers dans le monde, c'est beaucoup, mais même si on arrive à tenir le réchauffement à 1,5 degré, la moitié d'entre eux devraient disparaître, avec 2 conséquences majeures. D'abord, la montée des eaux, évidemment, puisqu'aujourd'hui, les glaciers dans le monde relâchent l'équivalent de 3 piscines olympiques par seconde. Et tout ça, évidemment, ça s'accumule dans la mer. Et puis, la deuxième conséquence, c'est l'accès en eau de certaines régions dans les Andes et dans l'Himalaya qui pourrait tout simplement s'arrêter pendant l'été. Alors, direction maintenant l'océan Pacifique, où vous nous parlez de l'île de Nauru, qui a décidé, c'est assez incroyable, de vendre des passeports pour lutter contre la montée des eaux. Oui, Nauru, c'est un des plus petits pays du monde. Ça fait 21 km², c'est à peu près l'équivalent de la taille de Rouen ou de l'Île-Dieu, pour vous donner une idée. C'est un pays qui a pris son indépendance de l'Australie en 68. Et à l'époque, c'est un des pays les plus riches au monde, un PIB par habitant qui est 2 fois celui de la France. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a beaucoup de phosphate sur l'île de Nauru. Ils l'ont vendu et ils sont devenus comme ça un des pays les plus riches du monde. Mais dans les années 90, la production commence à s'affaisser et le pays s'appauvrit très vite. Aujourd'hui, il y a 10 000 habitants sur l'île, un taux de chômage de 90%. La plupart des habitants, évidemment, sont sur la côte, les infrastructures aussi. Et face à la montée des eaux, eh bien, le gouvernement voudrait déménager la population de Nauru vers le centre de l'île. Problème, les sols sont très, très lourdement pollués par l'exploitation du phosphate. Alors, pour s'en sortir, il leur faut de l'argent. De l'argent, ils en manquent. Le gouvernement a donc mis en vente des visas. Vous pouvez devenir citoyen de Nauru. Ça coûte 140 000 $ par personne. Si vous faites un dépôt en famille, Thomas, eh ben, ça sera moins cher. C'est dégressif. D'accord. Le gouvernement espère obtenir 43 millions de $, ce qui permettrait à terme, 43 millions de $ par an, ce qui permettrait à terme de protéger tout le monde. Mais évidemment, c'est pas encore gagné. Les demandes, cependant, affluent des Américains, des Anglais, mais aussi des habitants des Émirats Arabes Unis ou du Pakistan. On verra bien si tout ça est assez pour protéger tous les habitants. Et pour finir, Antoine, on retourne en France. Vous nous parlez de cette nouvelle étude publiée il y a quelques jours par France Stratégie qui se penche sur la demande en eau dans le pays d'ici à 2050. Oui, une étude passionnante qui divise la France en 40 bassins versants et qui se demande de combien d'eau est-ce que nous aurons besoin. Alors, il faut avoir en tête qu'il y a 2 tendances très lourdes d'ici 2050. L'énergie nucléaire d'un côté, l'irrigation de l'autre. Niveau énergie nucléaire, on sait qu'on aura moins de centrales dans le futur et puis surtout que les centrales plus modernes consommeront moins d'eau, il y aura donc moins de prélèvements en eau. L'irrigation, c'est l'inverse. Dans un climat qui se dérègle, on aura besoin de plus d'irrigation pour l'agriculture l'été. Le sujet, c'est que ces 2 usages de l'eau ne sont pas du tout similaires. Dans l'énergie, on parle de prélèvement en eau puisqu'on utilise de l'eau pour refroidir les centrales, mais à terme, on les rend à la rivière. Dans l'irrigation, on parle de consommation en eau. La plante consomme cette eau, il n'y a pas de retour au milieu. Donc, si on regarde les prélèvements, eh bien, d'ici 2050, ça va baisser à cause de l'énergie nucléaire, mais l'irrigation, elle, augmentant, va augmenter la consommation d'eau. Selon certains scénarios, on parle d'un doublement de cette consommation d'ici 2050. Dans certains bassins versants, c'est même carrément x4. Le sujet, évidemment, c'est qu'on aura besoin de cette eau en plein été, là où on a aussi moins d'eau. Et c'est tout le sujet de la disponibilité en eau que va examiner France Stratégie dans les mois à venir avec un nouveau rapport en comparant la demande et l'offre, la disponibilité. On obtiendra les régions qui vont subir le plus de stress hydrique d'ici 2050. Et on en parlera évidemment dans BFM Climat. Merci beaucoup Antoine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la Convention des entreprises pour le climat pour sa contribution à cette émission comme chaque semaine. À la semaine prochaine et d'ici là, on garde contact sur BFM Business, sur notre appli, site internet, en réseau, sur les réseaux sociaux et en podcast. À très vite.
BFM Climat, l'émission sur BFM Business.